Bienvenue à tous pour ce webinaire Nouveau mode de financement de votre croissance. Vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune créateur d'entreprise ou vous êtes peut-être déjà bien lancé. Vous avez probablement des problématiques de gestion financière, en tous les cas de financement de vos projets. C'est vraiment une problématique qui touche toutes les entreprises, quelle que soit leur phase de croissance. Eh bien, aujourd'hui, avec Jean-Luc, on a souhaité faire le point sur ces nouveaux modes de financement dont on parle assez souvent, le crowdfunding, crowdlending, tout ce qui est des modes de financement alternatifs, même comme le factoring, la location avec LOA, option d'achat, etc. Eh bien, on va un peu vous décrypter tout ça. Vous allez voir que pour finir, c'est assez simple. Et vous allez voir que grâce au webinaire, d'ici 30-40 minutes, vous aurez une vue panoramique de toutes les solutions de financement et vous comprendrez quelles solutions de financement aller chercher en fonction de vos projets d'investissement. Voilà. Donc, à droite, dans le chat, vous posez vos questions. On essaiera d'y répondre pendant le webinaire. On a pour nous aider Ali Kadouri, Ali, expert comptable chez Sosic et chez Sobiz. Et eh bien, pour vous servir, comme d'habitude, Jean-Luc Javelot. Je suis là. Expert comptable, voilà, qui nous partagera son expérience. Il accompagne pas mal de PME, justement, qui sont confrontés à des problématiques de financement dans l'immobilier, notamment dans l'immobilier, dans les matériels. Et puis, moi, je vous partagerai mon expérience également de start-up qui sont allés chercher des financements cette année que j'ai accompagné sur des modèles assez originaux et avec des opérations qui ont bien réussi. On ne va pas forcément parler de grosses sommes et de grosses opérations d'envergure, mais vous verrez que de 10 000 à 1 million d'euros, on va balayer les solutions de financement par rapport à vos besoins. Donc, au programme aujourd'hui, comment financer le développement de votre société, votre projet. On regardera, on vous expliquera en quoi vraiment l'identification de votre projet d'investissement est important. On fera 3 petits focus sur le crowdfunding, les différentes formes de crowdfunding, sur le crédit d'impôt recherche et les avances BPI, et puis sur cette technique classique, mais assez mal comprise souvent par les entrepreneurs, qui est l'augmentation de capital. Parce que quand on fait une augmentation de capital, les gens ont souvent l'impression qu'ils vont se faire écraser par l'investisseur entrant s'il apporte beaucoup d'argent. Et on vous montrera comment, en fait, une augmentation de capital permet de faire rentrer de l'argent sans forcément se diluer, c'est-à-dire sans ouvrir trop le capital de sa société aux nouveaux investisseurs. On y va, on commence avec alors le développement de votre société. Jean-Luc, je te laisse prendre le relais là-dessus. Oui, alors comme disait Xavier, hein, donc trouver des financements, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein, la trésorerie, c'est nécessaire déjà pour fonctionner, hein, d'avoir de la trésorerie. Et puis pour pouvoir développer son activité, souvent on a besoin de financement. Donc on va voir en effet qu'en fonction de chaque besoin, on a des financements qui vont trouver à s'adapter. Donc, alors les différents besoins qu'on peut avoir en matière d'investissement. Donc, on va avoir besoin de financer des investissements incorporels. Les investissements incorporels, c'est acheter des brevets, des marques, des fonds de commerce, c'est tout ce qui est immatériel. Financer des investissements corporels, ça, c'est un peu plus classique, c'est acheter du matériel, éventuellement des constructions, du mobilier, etc. Et les immobilisations financières, ça va être acheter des titres, souvent des titres de participation. Ça peut être par exemple, vous avez votre holding et qui achète une autre société. Donc, elle va investir en achetant des titres de participation. Donc généralement, on distingue ces 3 types d'investissements. Et en fonction de chacun des investissements, on va retrouver des financements qui vont correspondre. Alors, on a les financements d'investissement qui sont nécessaires. Et d'un autre côté, on a financer en fait la croissance, financer son développement. Donc, en gros aussi, en fait,
on a besoin d'acheter du stock. On a les clients, forcément le poste client il va augmenter puisque on a plus de chiffre d'affaires, on va avoir plus d'argent dehors. Donc souvent on a besoin de financer en fait ces décalages de trésorerie. C'est ce qui s'appelle le besoin en fonds de roulement. Et on peut avoir besoin aussi lorsqu'on démarre son activité, donc d'avoir un peu d'argent, avoir de la trésorerie là pour démarrer son activité. C'est les premiers frais. Donc pour chacun de ces postes, en fait, on va pouvoir frapper à certaines portes là pour trouver des financements. Alors, comment financer le développement? Donc, on va avoir besoin, si vous allez voir votre banquier pour demander des financements, la première chose à faire, c'est de faire un prévisionnel. Donc, le prévisionnel, ça va permettre de déterminer, vous, les apports que vous allez faire, déterminer également la société, ce qu'elle dégage de trésorerie, et ça va permettre de ce fait-là, de déterminer les besoins financés et pour rechercher les financements adéquats en fonction du prévisionnel qu'on aura établi et des besoins nécessaires. Donc, on va déterminer, là, comme c'est indiqué, la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, c'est la société, ce qu'elle va générer comme trésorerie. Donc, avec la trésorerie qu'elle va pouvoir générer, en fait, elle va pouvoir financer une partie, soit qu'on a vu tout à l'heure, une partie des investissements, soit une partie du besoin en fonds de roulement. Et en contrepartie, on va avoir des besoins de remboursement pour rembourser ce qu'on n'a pas pu autofinancer par nous-mêmes. Et c'est ce que va déterminer le prévisionnel. Alors, trouver le bon financement, c'est simple, hein. Il faut frapper à la bonne porte. Donc, on va voir par la suite quelles sont les ressources disponibles. Et à chaque besoin correspond un financement. Alors, on va voir justement en fonction du projet. Donc, si on investit dans l'immatériel, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les immobilisations incorporelles, l'achat d'un fonds de commerce, d'une clientèle, d'un site internet, d'une marque, d'une publicité ou de la recherche et développement aussi, c'est de l'immatériel, hein, puisque c'est différent du corporel. Et en face de chacun de ces investissements, on va avoir des financements adaptés, des financements qui vont correspondre. Alors, si on achète un fonds de commerce ou une clientèle, par exemple, généralement, on fait un financement par fonds propres, et puis le reste par emprunt bancaire. Donc, généralement, les banques demandent 30% d'apport de fonds propres quand on achète un fonds de commerce. D'accord avec moi, Xavier? Oui, 30%, puis on peut rajouter que les taux actuellement sont très très bas. Par exemple, pour donner un exemple, hein, donc là on est en direct, on est en octobre 2021. Les taux du marché pour les emprunts bancaires de rachat de fonds de commerce, etc., c'est à peu près 0,6-0,7%. 0,6-0,7% avant assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, attention, ça coûte cher, ça coûte 0,5 à 1% en plus. Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre santé, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver des financements assurance emprunteur comprise autour de 1,2 à 1,5% du montant. Voilà, donc des taux très très bas, hein. Historiquement, on a rarement vu les taux aussi bas. Et voilà. Et comme tu le disais, Jean-Luc, les apports en général, hein, les banques sont de plus en plus frileuses, donc elles demandent des apports personnels souvent. Ça dépend du projet, mais 30%, ouais, c'est assez fréquent. Et de plus en plus, une garantie emprunteur, souvent la caution sur tout ou partie de l'entrepreneur ou c'est important, hein, souvent elles font intervenir des organismes de caution mutuelle. Alors Jean-Luc, t'en connais quelques-uns, mais c'est des sociétés de garantie qui vont se porter caution pour vous si vous n'avez pas de garantie à donner. Donc, j'ai plus les noms en tête, mais c'est des noms un peu
Oui, C'était comment il s'appelait, Jean-Luc, ces sociétés de garantie? généralement, c'est des sociétés en fait qui travaillent avec les banques, hein. Souvent, c'est des filiales en fait, des filiales des groupes bancaires, et donc ils font travailler leur société de caution mutuelle là, qui vient en renfort en fait pour garantir le prêt, quoi. Voilà. Bon, et vous tapez Société de caution mutuelle, emprunt bancaire professionnel sur Net et vous verrez, il y a des noms qui sortent. Mais enfin, c'est pas mal et c'est pas toujours connu parce que les gens n'osent pas emprunter parce qu'ils disent mais j'ai pas de garantie à donner. Eh Mmh, bien, ces sociétés, elles sont là. Alors, elles coûtent, hein, il faut payer un petit peu pour bénéficier de leurs services, mais c'est elles qui vont se porter garant en général jusqu'à 50% de l'emprunt pour me financer. mmh, Et puis, voilà, avec la troisième item, pour tout ce qui est développement de la R&D. Alors, le développement de la R&D, ça, c'est un créneau que je connais assez bien pour l'avoir mobilisé pour les clients et aussi pour des activités de R&D qu'on a développées dans l'expertise comptable, en tout cas dans les plateformes de services en ligne. Et donc, en général, quand on veut financer de la R&D, le premier moyen, c'est de taper la famille et les amis, le Friends and Family autour de vous. Ça, c'est pour l'amorce. Après, vous allez faire du crowdfunding. Alors, on va vous montrer là dans quelques instants vraiment des plateformes de crowdfunding. Il y a 3 formes de crowdfunding. On va détailler tout ça. Vous pouvez aller voir des business angels, mais enfin, ça, c'est une solution. C'est un peu la solution des débuts des années 2000. Il y a beaucoup de clubs qui sont ouverts, mais pour finir, ça n'investit pas tant que ça. Si vous ne faites pas partie des circuits ou si vous ne sortez pas des grandes écoles, c'est compliqué. Les fonds d'investissement, là, c'est vraiment un niveau au-dessus. C'est pour des projets très structurés, très ambitieux. Mais sachez-le, ça existe. Et puis, tout simplement, un moyen assez facile de financer la R&D, c'est le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, pour faire simple, un crédit d'impôt recherche bien monté, ça va financer 80% du salaire de vos chercheurs. Je vais vous l'expliquer, on va faire un focus dessus. Et donc, si vous êtes dans l'innovation, pensez à taper à la porte de la BPI, la Banque publique d'investissement, parce qu'ils ont un département innovation qui est particulièrement généreux, il faut le dire. C'est qu'ils font des avances remboursables sans intérêt en général ou avec des taux d'intérêt très faibles. Et que si votre dossier est bien monté, eh bien franchement, le financement, il arrive assez facilement. Alors la BPI, je vous en reparlerai aussi, mais la BPI, en fait, elle finance, il faut aller les voir très tôt parce qu'ils financent souvent en fonction, vous, de ce que vous apportez au départ. C'est-à-dire que la BPI, il finance en général à hauteur de vos capitaux propres. Donc, si vous faites une augmentation de capital, au moment où vous créez votre société, il faut aller taper à leur porte très, très tôt parce que si vous mettez 10 000 euros, eh bien, ils peuvent remettre 10 000 euros derrière. Si vous mettez 50 000 euros, ils mettront 50 000 euros. Et si vous mettez 500 000 euros, je vous promets qu'ils mettront facilement 500 000 euros derrière. Mais il faut que, au moment où vous apportez l'argent, eux, ils apportent l'argent aussi. C'est à ce moment-là que ça doit se faire. C'est pas quand vous avez épuisé vos ressources qu'il faut aller les voir parce que les banques ne prêtent qu'aux riches. Et ça vaut aussi pour la BPI. C'est que si vous n'avez pas l'argent dans vos caisses, là, ils vous prêteront pas grand-chose. pour rebondir là enfin pour finir sur le slide là, pour rebondir sur une question là, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les 30% là en fonds propres là pour acheter un fonds de commerce. Donc éventuellement il y a des réseaux qui existent là qui vous permet d'obtenir des fonds qui seront assimilés à des fonds propres, là. C'est notamment les plateformes d'initiatives locales. Il y en a dans toutes les régions, tous les départements. Donc, ils peuvent apporter, en fait, vous prêter de l'argent qui aura la nature de fonds propres, où il y a les réseaux entreprendre aussi qui peuvent vous prêter de l'argent qui aura la nature de fonds propres. Donc, ça permet en fait d'apporter de l'argent assimilé à des fonds propres pour compléter l'emprunt bancaire. Ceci, les emprunts en particulier, on va revenir dessus. Il y a un focus qu'on va vous faire sur vraiment le crowdfunding. On va vous montrer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, eh bien, les plateformes de crowdfunding permettent de structurer les emprunts auprès des particuliers. Je vais vous l'expliquer. Alors ensuite, les investissements du matériel. Jean-Luc, je te laisse reprendre. Oui, alors les investissements dans du matériel, là, on va avoir d'autres modes de financement.
Donc, dans le matériel, c'est la voiture, le matériel informatique, agencement. Donc, généralement, on retrouve pour financer ce type d'investissement, soit des prêts bancaires, soit du leasing ou de la LOA. Là, donc, on en retrouve beaucoup pour la voiture. Soit c'est fait directement par le garage, en fait, ou soit la banque. Après, au niveau fiscal, hein, ça revient au même, hein, que vous faites un prêt bancaire ou un leasing ou un LOA. Au niveau déduction fiscale, si on fait un prêt bancaire, en fait, on achète le véhicule et on l'amortit, donc on déduit un amortissement. Si on fait un leasing ou un LOA, là, on va payer un loyer qui va correspondre à peu près au même montant que l'amortissement. Donc, souvent, on nous demande s'il faut mieux faire un leasing ou un prêt bancaire. Et c'est pareil, même au niveau après de plafonnement d'amortissement des véhicules ou d'autres choses comme ça, le mode de financement, en fait, il ne va pas avoir d'impact au niveau de l'imposition. Donc, il faut faire, en fait, le mieux, c'est de demander une simulation au banquier avec un prêt et une simulation au garage avec un leasing et voir les mensualités qui sont les plus faibles. Enfin, moi, je fais comme ça, Xavier. Ouais, alors ce qu'on peut préciser quand même, c'est que d'un point de vue purement financier, le moins cher des trois, c'est le prêt bancaire, bien évidemment, parce qu'il n'y a aucun service dedans. Arrive ensuite la LOA, la location avec option d'achat. Ça coûte un peu plus cher parce que, évidemment, c'est une sorte de location qui permet de se rétracter si on ne souhaite pas acquérir le bien, ou au contraire de l'acquérir à la fin en payant une petite option. Et puis le leasing, dans le leasing, il y a souvent des packages de services, des paquets de services qui permettent d'être un peu plus confort. Voilà, il y a même des leasings de voitures où vous avez l'entretien et le changement des pneus qui est prévu dedans. Donc, d'un point de vue strictement financier, prêt bancaire le moins cher, la LOA au milieu, et le leasing, c'est ce qu'il y a de plus cher, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus confortable. Voilà, alors ensuite, financer donc le cycle client, tout ce qui est le développement de l'entreprise, le développement classique d'une entreprise, plus vous allez vous développer, si vous avez une activité de commerçant, eh bien, il va falloir financer le stock. Plus vous allez vous développer, plus ça va tirer sur la trésorerie, plus vous allez vous développer, plus ça va tirer sur la trésorerie parce que vous achetez du stock, mais aussi parce que vos clients ne vous payent pas forcément au cul du camion. Vos clients, ils vous payent à 30 jours, peut-être à 100 jours, peut-être à 90 jours, même si la loi ne permet pas. Mais souvent, on voit des sociétés qui sont en forte croissance et dont la trésorerie s'écroule. Et c'est ce qu'on appelle une crise de croissance. Ça peut déclencher une crise de croissance, c'est-à-dire que les fondamentaux sont bons, le chiffre d'affaires est là, mais la trésorerie ne suit pas. Parce que l'argent est chez le client, parce que tous les clients vont mettre du temps à payer. Donc, l'argent sort plus vite qu'elle ne rentre. Donc, on peut très bien avoir comme ça une très forte croissance, mais avoir une crise de croissance quand la trésorerie ne suit pas. Donc, dans le développement, on peut aussi avoir des dépenses courantes à financer, de la publicité, recruter, et puis même se payer soi. Se payer, il faut se payer. Alors, on peut ne pas se payer si vous bénéficiez d'assurance chômage, certes, mais assez rapidement, il ne faut pas toujours être le dernier à se payer. On voit des entrepreneurs qui, quelque part, oublient de se payer. Eh bien, il ne faut pas hésiter à chercher des financements pour vous payer. Donc, quel financement ? Pour financer le stock, évidemment, le crédit fournisseur. Ne payez pas vos fournisseurs systématiquement dès qu'ils vous envoient les factures. Attendez, faites comme tout le monde, faites comme les PME, faites comme les grosses boîtes, attendez le plus longtemps, voire attendez d'être lancé. Pour financer le crédit client, vous avez un système qui s'appelle le factoring, qui est assez simple. Si vous ne connaissez pas, ça consiste à faire payer vos factures par votre banque. Je schématise un peu, mais vous avez des factures que vous avez envoyées à vos clients. Votre client il vous dit « je vous paierai dans 60 jours ». Eh bien, cette facture, vous pouvez aller voir votre banque et dire « écoutez, est-ce que vous pouvez me la financer tout de suite ?» Et la banque, elle vous le facture, elle vous le finance, mais elle vous le facture aussi, c'est-à-dire qu'elle va vous financer des frais financiers, des intérêts en fait, et des frais financiers sur le montant qu'elle va en fait vous escompter, qu'elle va vous avancer pour le compte de votre client. Donc, c'est une technique qui marche très bien, qui est un peu vieille comme
je vais dire vieille comme le monde. Voilà, ça existe depuis les années 60, ça marche très bien. Le factoring, si vous avez des clients qui sont des grosses signatures ou des clients même des PME, eh bien en fait, le factoring, ça marche quelle que soit la taille de votre entreprise, parce que là-dedans, ce qui intéresse la banque, c'est pas vous, votre situation financière, c'est la situation financière de votre client. Donc, vous verrez que ça s'obtient assez facilement si vous avez des clients qui ont une belle signature, qui sont des clients grands comptes ou même des PME. Pour financer la publicité recrutée ou vous payez, vous allez, là, il n'y a pas 36 solutions. En général, c'est plutôt les fonds propres. C'est évidemment, si la société n'a pas assez, c'est des apports en compte courant. Alors, pas pour vous payer, ne vous apportez surtout pas de l'argent pour vous payer en compte courant. Enfin, n'apportez surtout pas de l'argent en compte courant pour vous payer en salaire parce que c'est prendre dans la poche de gauche, payer des charges à l'État et remettre dans la poche de droite. Donc, c'est le truc à ne pas faire, sauf les cas extrêmes qui ont besoin de couverture sociale. Mais vous allez vous payer sur les fonds propres de la société. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller lever des fonds ou à prendre sur l'autofinancement, évidemment, pour vous payer. Mais enfin, donc pour insister un peu là sur ce que tu dis, Xavier, c'est vrai qu'une entreprise qui se retrouve en liquidation judiciaire ou en redressement, c'est pas forcément celle qui fait des pertes. Hein. Vous pouvez avoir une entreprise qui fait des gros bénéfices et une entreprise, elle se trouve en liquidation en fait quand elle est en cessation de paiement, c'est-à-dire quand elle peut plus payer ses dettes. Donc, ça peut arriver pour une entreprise qui fait des bénéfices, mais qui a une telle croissance qu'en fait, elle a des retards clients ou éventuellement, elle fait des fautes de gestion, c'est-à-dire que tous ses investissements, elle le paye avec sa trésorerie. Donc, c'est important, en fait, de trouver des financements, que quand on fait des investissements, en fait, faire des emprunts, parce que les banques, en fait, elles vont prêter que pour des investissements. Donc, chaque fois que vous faites des investissements, c'est important de bien faire un emprunt et pas le prendre sur sa trésorerie. Et puis, faire attention à son besoin en fonds de roulement, à son stock, à ses créances, pour ne pas se trouver en problème de trésorerie qui pourrait engendrer, en effet, une liquidation ou une mise en difficulté de la société, quoi. Hein. Alors, puisque tu parles de ça, et on ne l'avait pas prévu, on ne l'a pas mis dans les slides, mais c'est vrai, il faut en parler parce que c'est le meilleur moyen de financement que j'ai vu, le moins coûteux, et même c'est un moyen de financement qui vous fait gagner de l'argent, qui est assez incroyable, c'est-à-dire une dette qui va vous faire gagner de l'argent. Ça consiste en fait à se mettre en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire. Je vous raconte une histoire très simple. Il y a quelques années, enfin c'était dans les années 2000, j'avais un client qui était une PME qui fabriquait des tondeuses à gazon. Et il y a eu une sécheresse, et évidemment, sécheresse dans le milieu de la tondeuse à gazon, ils n'ont rien vendu du tout. Donc ils se sont retrouvés complètement étranglés financièrement. Ils se sont mis en redressement judiciaire en septembre. Ils ont gelé tous leurs passifs. Le passif, toutes les dettes, y compris bancaires, ont été réétalées sur 7 ans et ils se sont mis à avoir des excédents bancaires. Donc, c'est-à-dire qu'on gèle la totalité des dettes, on étale sur 7 ans et donc évidemment leur activité a redémarré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont payé leurs dettes sur 7 ans avec un système progressif. Donc, la première année, il a payé 1% du total de la dette, la deuxième 3%, etc. Et en fait, les fournisseurs, eux, pour différentes raisons, ont déposé le bilan dans le délai des 7 ans. Et donc, chaque année, on passait en profit une partie de la dette qui s'effaçait parce que les fournisseurs disparaissaient eux aussi. Donc, ce système de se mettre en redressement judiciaire ou de mettre en procédure de sauvegarde, c'est une technique pour financer, se financer. C'est vrai, il faut le dire. Donc, il faut le faire avec des avocats, mais sachez que ça existe et ça consiste à restructurer la dette, y compris dans des petites entreprises. Hein. Il n'y a pas besoin d'être une PME de 100 personnes pour faire ça. Ça peut très bien se faire dans une boîte de 4-5 personnes. Alors, le crowdfunding, on va faire le tour du crowdfunding parce que vous devez connaître ça. C'est assez simple, vous allez voir. Et surtout, c'est simple et ça fonctionne plutôt pas mal, y compris pour les très petites entreprises. Il y en a parmi vous, en tous les cas parmi les clients, moi que j'accompagne chez Sobeys, des gens seuls qui ont fait des opérations de crowdfunding avec lesquels ils ont levé 10 000, 20 000, 30 000 euros assez facilement en quelques semaines. Je vais vous l'expliquer. Donc, il y a 3 types de crowdfunding. Il y a les préventes, il y a le crowdlending et il y a
le crowdfunding à proprement parler. Alors, l'après-vente, c'est assez simple. Ça va consister à, même si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, à proposer à une communauté d'investisseurs ou de gens qui sont intéressés par vos produits à payer à l'avance une partie de vos projets ou des services que vous allez vendre. Donc, vous présentez votre projet. Ça n'existe pas forcément encore. Vous allez, par exemple, prévendre un livre. Eh bien, vous présentez ce que va être votre livre et puis vous demandez aux gens de financer, d'acheter une partie de ce que vous allez développer et ce que vous allez commercialiser. Et donc, comme ça, vous encaissez l'argent avant d'avoir engagé les dépenses. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce système de prévente. Je vais vous montrer des sites qui le font. Et donc, pour ça, il faut proposer des expériences uniques, donc c'est écrit, hein, vous pouvez le lire, des éditions limitées ou des exemplaires de l'œuvre créée ou du produit fabriqué, bien évidemment. Donc, le porteur de projet perçoit les dons, les traite comme du chiffre d'affaires imposable, avec ou sans TVA, selon la situation. Donc, c'est pour qui? C'est pour des porteurs de projets qui soient donc quel que soit le statut, particulier, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, entreprise individuelle ou en société. Bon, pour financer des projets souvent créatifs ou artistiques, ou santé, bien-être, sport, dessin, vous le verrez sur les sites que je vais vous montrer, des produits ou des supports de développement, donc des applications, des livres, des sites internet, ça marche très très bien dans le secteur de l'éducation ou du e-commerce, ou bien des nouveaux produits que vous allez vendre en pré-vente ou sous forme de réservation. Combien vous pouvez demander? Le montant plancher sur les plateformes que je vais vous montrer, c'est 2 000 €. Il n'y a pas de plafond, mais il faut au moins évidemment que votre besoin soit 2 000 €. La durée de la campagne, en général, c'est entre 1 et 60 jours. 60 jours maximum, mais la plupart du temps, c'est 30 jours. Et combien ça coûte? La plateforme prend généralement 8% des fonds levés, 5% pour la plateforme, en fait, et 3% pour l'opérateur de paiement, parce qu'il y a un opérateur de paiement qui va recevoir l'argent et qui va être commissionné lors de l'opération. Donc, voilà deux exemples qui sont assez connus. C'est Ulule. Vous tapez Ulule, levée de fonds. Alors, si vous tapez Ulule, vous allez tomber sur l'oiseau, sur la chouette. C'est pas ça, non? Donc, c'est pour ça que vous tapez Ulule, levée de fonds ou prévente. Et vous allez tomber sur ce site et vous allez voir tout de suite plein d'exemples de projets qui cherchent des financements. Et vous pourrez voir si vous vous inscrivez, si vos projets s'inscrivent là-dedans. Et puis, il y a KissKissBankBank qui propose la même chose. Ulule, ils sont français. KissKissBankBank, je crois qu'ils sont, je ne sais plus, mais je crois qu'ils sont français aussi, KissKissBankBank. Ouais, ils sont français, ils ont été rachetés par une grosse banque. Mais allez-y, regardez. C'est vraiment, vraiment, si vous avez des petits projets sympas et plaisants, vous arriverez assez facilement à les financer. Donc ça, c'était la première catégorie, la prévente. Ensuite, il y a le lending. Alors, lending, ça veut dire que vous allez en fait emprunter de l'argent. Donc, c'est plus du don, c'est plus de la prévente, c'est vous allez aller. Crowd, c'est la foule, hein, j'ai oublié de le dire. Crowd, c'est donc vous allez vous adresser à la foule, donc aux particuliers. Il y avait une question qui était de savoir à qui s'adresser. Est-ce qu'il était possible de lever des fonds auprès de particuliers? Oui, c'est possible. Sous forme d'emprunt, oui, c'est possible. Donc, vous pouvez aller monter les prêts financiers en empruntant auprès des particuliers. Qui est-ce qui peut le faire? Il faut que votre société soit enregistrée au greffe du tribunal de commerce et il faut qu'elle soit domiciliée en France. Il y a quelques prérequis. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez des fonds propres positifs. Il faut que vous soyez rentable, c'est-à-dire que vous ayez un excédent brut d'exploitation qui soit positif. Il faut avoir au moins 2 bilans et ça marche pour toutes les entreprises, pour toutes les sociétés, pardon, sauf les entreprises individuelles. Pour financer quoi? Ça peut être le développement de votre croissance, donc pas un projet particulier, et puis ça peut être évidemment des investissements matériels. Il faut au minimum emprunter 10 000 €, il faut que votre besoin soit au moins de 10 000 €, et en général qui ne dépasse pas le million d'euros.
Et la durée de la campagne, elle varie entre 12 et 60 mois. Alors, pardon, en fait, c'est la durée de l'emprunt, ça. Ce n'est pas la durée de la campagne, c'est la durée de l'emprunt, on corrigera, entre 12 et 60 mois. Combien ça coûte? La plateforme, elle va vous prendre une commission au succès qui sera déduite du montant collecté. Donc, vous décaissez rien à proprement parler. 3% pour les prêts entre 2 et 3 ans et 4% en général pour les prêts entre 4 et 5 ans. Donc, ça coûte un peu, évidemment. Ça coûte plus que les taux d'intérêt puisque les taux d'intérêt sont très bas. Et puis, commission de gestion des flux. Maintenant, à peu près dans tout, dès qu'il y a des flux, il y a toujours une commission à peu près de 1%, 1 à 2% pour les plateformes. Plus le taux d'intérêt qu'il faudra verser aux particuliers qui vont vous emprunter, qui vont vous prêter de l'argent entre 2 et 10%. Librement fixé par vous, c'est vous qui dites quel est le montant du taux d'intérêt que vous souhaitez servir. Évidemment, plus le taux d'intérêt va être élevé, plus vous allez lever facilement des fonds. Les plateformes vous donnent la totale liberté. 2%, c'est pas très attractif, donc vous n'aurez pas forcément beaucoup de monde. Donc vous voyez que le coût total quand même, il peut être assez important, entre 7 et 15% du montant emprunté. Et le planning, ça coûte, et vous regarderez, vous verrez, je vais vous montrer une plateforme, mais il y a des projets très très sérieux, ça marche très très bien pour le financement d'opérations immobilières. Bon, c'est comme ça. Donc ça intéresse beaucoup de monde, y compris des acteurs très structurés, où on pourrait se dire, mais pourtant, ils pourraient aller voir les banques, ça leur coûterait beaucoup moins cher. Oui, mais pour certaines opérations, il faut en fait une première amorce via ce type de financement, parce que ça se monte en fait très très rapidement. Donc, vous pouvez regarder sur Tudigo. Tudigo, ça c'est une plateforme qui fait un peu tout type de crowdfunding, mais ils sont assez bons sur le crowdfunding, lending pour les petites entreprises. Et il y en a un deuxième, c'est Anaxago, qui est un peu spécialisé dans le crowdfunding immobilier, crowdlending immobilier. Mais Tudigo, allez-y, vous verrez là aussi, il y a plein déjà de projets qui sont en cours de financement. Donc, en analysant ces projets, vous verrez si vous rentrez un peu dans ce cadre-là, mais vous verrez que le cadre est assez large. La troisième catégorie, je vous le disais, il y en a trois, donc les préventes, le crowdlending et le crowdfunding. Le crowdfunding, là, c'est le vrai crowdfunding, c'est-à-dire que vous allez vous financer, vous allez trouver des associés, des gens auxquels vous allez donner une partie du capital de votre entreprise pour financer votre croissance. Donc, vous allez ouvrir votre capital à de nouveaux actionnaires. Ça concerne des entreprises déjà en général plutôt structurées ou en mode start-up, des PME. Les prérequis, souvent, c'est d'avoir déjà du chiffre d'affaires. N'y allez pas si vous n'avez pas déjà du chiffre d'affaires. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans la Silicon Valley en France. En France, pour lever des fonds, il faut déjà avoir fait la preuve de, de la viabilité de votre projet. C'est que voilà, les crowdfunding français, ils fonctionnent sur des projets qui sont déjà viables. Avoir des capitaux propres positifs, ça les plateformes vous le demanderont. Pas de contraintes de rentabilité si vous êtes en mode start-up. Il faut avoir financé, il faut avoir déjà bilan clôturé là également. Et il faut avoir évidemment l'ouverture de capital maximum de 49%. Vous ne trouverez jamais un investisseur vous prendre plus de 49% parce qu'il n'est pas là pour gérer la boîte. C'est vous, donc c'est vous qui devez garder les 51%. Alors, ça finance quoi le crowdfunding? Ça finance le développement de la croissance et les investissements matériels. Combien vous pouvez demander sur ces plateformes? Entre 30 000 € et 2,5 millions. Voilà, sur ces plateformes. Après, c'est plutôt des fonds d'investissement qu'il faut aller voir. La campagne de levée de fonds elle-même, elle varie entre 2 et 4 mois. Combien ça coûte? Entre 4 et 12% du montant de la commission de succès, c'est-à-dire que ça ne vous coûte rien évidemment si l'opération ne vous rapporte pas d'argent, et ça vous coûte entre 4 et 12% si l'opération se réalise. Et puis il y a les frais juridiques, là on a une augmentation de capital à habiller, à structurer
Donc, il va y avoir des d'avocats, il va y avoir donc modification des statuts, rédaction d'un pacte d'actionnaires, tenue des assemblées. Ça coûte un peu quand même, pas des opérations qui sont légères. On est déjà sur des opérations assez structurées. Et il y a des forfaits fixes qui sont pris par les plateformes entre 750 et 3 000 euros. Donc, une plateforme qui fonctionne bien, on a des clients qui sont passés là-dessus, c'est Anaxago. Voilà. Et moi, à titre privé, je suis aussi investisseur dans Anaxago, donc je les connais bien. Tous les projets ne sont pas des succès. Tout le monde n'arrive pas à lever. Ils sont assez sélectifs, de plus en plus sélectifs, parce qu'ils se sont pris quelques claques sur des levées de fonds qui ont été faites. Donc, Anaxago ou Tudigo, retournez voir Tudigo, le site que je vous ai montré tout à l'heure. Ils sont plus accessibles qu'Anaxago. Mais il y en a d'autres, vous les trouverez facilement. Vous faites crowdfunding, vous coupez crowdfunding, vous verrez. Alors, on reparle rapidement du crédit d'impôt recherche et des avances BPI. Si vous voulez financer de l'innovation, je vous disais, 30% de vos dépenses de R&D. Ah ben oui, ben non, ben alors on n'a pas tout mis. Donc, l'exemple chiffré, il a disparu. Ou du moins, on ne l'a pas inséré. Donc, 30% des dépenses de R&D prises dans un sens large, c'est-à-dire que ça va être le salaire brut des chercheurs avec, en plus de ça, 50% du salaire brut des chercheurs au titre des frais de gestion. Donc, si vous avez un chercheur qui vous coûte 10 000 euros, des frais de recherche de 10 000 euros, le salaire brut, vous rajoutez les charges sociales, 40%, ça fait 14 000 euros, et vous allez rajouter 50%, c'est-à-dire 7 000 euros, donc 21 000 euros. Et au final, sur ces 21 000 euros, ben, le crédit d'impôt recherche, ça va être 30%, donc c'est 7 000 euros. 7 000 euros, le crédit d'impôt recherche, pour un salaire brut de chercheur de 10 000 euros, ça finance la totalité quasiment de son salaire net. Donc le crédit d'impôt recherche, c'est vraiment une manne énorme pour financer les travaux de R&D. Il faut vraiment faire de la R&D. Et vous pouvez l'obtenir même si vous êtes tout seul, même si vous travaillez tout seul. Mais par contre, il faut que vous ayez un profil de chercheur, de scientifique. Donc, si vous avez une formation scientifique, que vous avez un vrai projet innovant, eh ben, vous pouvez prétendre au crédit d'impôt recherche. Je crois que c'est 12 milliards d'euros cette année. Donc, c'est des sommes absolument colossales et qui sont accessibles. Vraiment, même, je vous dis, moi j'ai monté des dossiers pour des entreprises où il y avait un gérant qui travaille tout seul. Je me souviens d'un garçon qui a développé un ordinateur qui était totalement étanche. Et donc, pour les gens qui faisaient du bateau, il avait eu cette idée en tête, tiens, créer ça n'existe pas, ça n'existe toujours pas d'ailleurs. Vous prenez un ordinateur, vous le jetez dans l'eau et il n'y a aucun problème. Eh bien, il avait développé ça, il a travaillé dessus pendant 2 ans et ça lui a payé quasiment la totalité de son salaire pendant 2 ans. Mais il avait une formation à la base d'ingénieur en je ne sais quoi. Mais donc, on a obtenu un crédit d'impôt recherche assez intéressant. Et puis, les avances BPI sans intérêt. Je vous l'ai dit tout à l'heure, BPI prête de l'argent aux entreprises innovantes à hauteur du montant de leurs capitaux propres. Donc, si vous prévoyez notamment de faire une augmentation de capital en faisant du crowdfunding, eh bien, vous pouvez coupler votre levée de fonds à une avance BPI sans intérêt. Les avances BPI, ça alors je ne le dis pas trop fort parce qu'ils ne veulent pas le dire, mais en fait, les avances BPI, c'est une forme ça peut devenir une forme de subvention. Donc eux, ils disent non, c'est de l'argent, on vous prête de l'argent, vous devez le rembourser. Mais en fait, quand vous lisez les contrats des avances BPI, il est bien indiqué que vous devrez rembourser quand vous pourrez. Si vous avez des difficultés financières, eh bien, vous rembourserez dès que vous pourrez. Ce qui veut dire que dans certains cas, si votre entreprise ne va pas bien, eh bien, vous ne rembourserez jamais. Et comme il n'y a pas de garantie donnée prise sur la tête du dirigeant, voilà, ça se transforme en subvention. Mais comme l'Europe interdit les pouvoirs publics de subventionner les entreprises maintenant, eh bien,
enfin certaines, tout type d'entreprise, eh bien, ils ont mis en place, l'État a mis en place ce système des avances BPI qui, je vous le dis, sont, alors si ça marche bien, si votre projet d'innovation fonctionne, évidemment, il faudra rembourser l'avance faite par la BPI, mais si ça tombe à l'eau, eh bien, ça devient une subvention. Voilà. Xavier, là, pour les avances BPI, on peut dire un mot aussi du prêt rebond, là, qui est un prêt de la BPI, et ben justement qui a été mis en place par les experts comptables, et on a plusieurs clients là qui en ont bénéficié. En fait, c'est complètement dématérialisé. Ça peut financer des besoins de trésorerie, des besoins à court terme, justement sur le besoin en fonds de roulement. Et en fait, il suffit de déposer ces derniers bilans, les faire attester par un expert comptable, et après, ils sont transmis à différentes banques, et les banques donnent un avis positif ou négatif, hein, mais en général, comme il y a le soutien de la BPI, c'est généralement accepté, avec des taux d'intérêt intéressants. Donc, ça peut varier entre 10 000 et 300 000 euros, donc c'est quand même assez intéressant et assez facile à mettre en place, quoi. Oui. Et je confirme sur la question, en effet, qui est souvent posée de savoir si les dirigeants peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche. Oui, évidemment, ils peuvent en bénéficier pour la partie de leur travail qui est, en général, qui relève de la direction des travaux de recherche ou des travaux de recherche eux-mêmes. Donc, on ne peut pas passer 100% de sa rémunération quand on est dirigeant au titre du crédit d'impôt recherche, mais on peut passer 20, 30, 40, jusqu'à 60% à peu près de sa rémunération si on est vraiment sur les travaux de recherche en tant que dirigeant. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors, on termine avec l'augmentation de capital sans se faire diluer. Alors ça, c'est amusant parce que souvent, ce qui fait peur aux entrepreneurs, c'est qu'ils disent, on va prendre un exemple concret, c'est que vous avez un capital de 1 000 euros et vous vous dites, j'aimerais bien lever 10 000 euros. Donc, sans avoir fait des mathématiques financières très élevées, on se dit, oui, mais si mon capital c'est 1 000 euros, que je lève 10 000 euros, je vais me retrouver complètement écrasé. Donc, la plupart des entrepreneurs qui ne sont pas experts comptables, évidemment, ont cette logique mathématique. Et en fait, il y a une technique qui s'appelle les primes d'émission qui permet de contourner complètement ce système et de ne pouvoir donner que 1, 2, 5, 10% du capital de votre entreprise, même si l'apport de l'associé qui rentre est bien supérieur à votre capital. Donc, on va vous expliquer ça. Donc, comment ça marche ? Augmenter son capital sans se faire diluer. Ça demande un tout petit peu de concentration, mais vous allez voir, dans 10 minutes, vous comprendrez vraiment ce système. C'est important, en tant que dirigeant, que vous compreniez ce système-là, parce que ça peut débloquer des situations de recherche de financement qui peuvent légitimement vous faire un peu peur, alors que, vous allez voir, techniquement, il n'y a rien à craindre. Donc, on va prendre un exemple. Voilà. Alors, première chose, c'est qu'il faut connaître le montant de l'investissement. Deuxième chose, c'est qu'il faut savoir quelle est la valorisation de votre société. Et quand vous avez ça, eh bien, vous allez, grâce au mécanisme de la prime d'émission, vous allez limiter votre dilution. Donc, on prend un exemple concret. Votre entreprise, elle vaut 90 000 euros. Et vous avez besoin de 10 000 euros. Donc, il va falloir, donc vous voulez faire rentrer 10 000 euros. Donc, ça veut dire que l'entreprise, après avoir fait rentrer ces 10 000 euros, elle vaudra 90 000 euros, plus les 10 000 euros, elle vaudra 100 000 euros. Donc, vous avez une valeur qu'on appelle post-monnaie, pré-monnaie 90 000 euros, post-monnaie avec l'argent dans les caisses 100 000 euros. Et vous vous dites, ben oui, mais moi, les 10 000 euros, je veux que les 10 000 euros, ça représente 10% du capital de la société après avoir fait rentrer le nouvel actionnaire. Donc, je vais lui donner 10% de mon capital. Je ne veux pas que mon capital soit écrasé. Donc, si vous avez un capital social de 1 000 euros au début, pour que votre actionnaire entrant n'ait que 10% du nouveau capital,
Ça veut dire qu'il va falloir que son apport soit fragmenté en deux parties. Une partie qui va être rémunérée sous forme d'action à hauteur de 111 euros, c'est-à-dire 10% de votre capital. 111 euros, c'est 10% de 1111 euros. Donc, votre objectif, si votre objectif, c'est de lui donner 10% de votre capital social, eh ben, vous allez augmenter votre capital de 10%, donc 111 euros. Et la différence, vous allez voir, on va la mettre en prime d'émission. Donc, le capital passe de 1000 euros à 1111 euros. Les 111 euros sont donnés à votre nouvel actionnaire. Lui, il fait un apport financier de 10 000 euros, donc vous lui donnez 111 euros sous forme d'action. Et la différence, ça va être ce qu'on appelle des primes d'émission, c'est-à-dire 9 889 euros vont passer en prime d'émission. Et donc, les primes d'émission, c'est en fait une part de l'apport qui va être partagée par tous les associés, qui va tomber dans le pot commun. Et donc, au final, vous avez une société dont le capital dont la valeur est passée de 90 000 à 100 000 euros grâce à une augmentation de capital de 10 000 euros. Augmentation de capital de 10 000 euros qui prend la forme d'émission d'actions nouvelles 111 euros et de prime d'émission 9 889 euros. Alors, c'est un peu technique comme opération, mais c'est pour vous expliquer que, quel que soit le montant de l'apport, vous pouvez régler par ce principe des primes d'émission votre dilution. Donc, on voit dans des startups des toutes petites augmentations de capital, voilà, et puis des primes d'émission qui peuvent faire plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions d'euros. Bah pour dire simplement les choses, en fait, c'est un droit d'entrée. C'est comme les nouveaux actionnaires, les nouveaux associés, ils rentrent, ils payent un droit d'entrée, si vous voulez, et ça ne leur remet pas du capital, mais c'est un supplément de prime et qui ne leur permet pas d'avoir l'équivalent en capital ou en part sociale. Ils payent comme, en quelque sorte, un droit d'entrée. Exactement, tout à fait, c'est ça. C'est un droit d'entrée qui est mis dans le pot commun. Alors, la quatrième chose qu'il faut prévoir quand on met en place, quand on fait rentrer des actionnaires comme ça, qui rentrent sur une valorisation, qui payent un droit d'entrée, comme tu viens de dire, Jean-Luc, c'est le pacte d'actionnaires. Ça, le pacte d'actionnaires, c'est important parce que c'est ce qui va définir les modalités de gouvernance de la société. C'est ce qui va définir l'information que vous allez devoir transmettre à votre nouvel actionnaire et puis le mode de fonctionnement de la société. Voilà, donc le pacte d'actionnaires, c'est le dernier point. Quand on augmente son capital, n'oubliez pas de mettre en place un pacte d'actionnaires. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, surtout si les investisseurs ne sont pas forcément des copains d'enfance, ou même d'ailleurs, y compris s'ils sont des copains d'enfance. Mais le pacte d'actionnaires, ça permet de clarifier la vie de la société, la gouvernance de la société après que les actionnaires soient rentrés, et puis surtout les conditions de sortie, comment ça se passe le jour où vous voulez sortir. Vous pouvez contraindre vos actionnaires nouveaux à sortir avec vous et à ne pas empêcher éventuellement la cession de l'entreprise si vous projetez de céder votre entreprise. Et bien voilà, on a fait le tour. C'était un peu dense, hein, mais on a fait un bon panorama des modes de financement. On vous a parlé des sites qui permettaient de faire du crowdfunding, on vous a parlé de la BPI, on vous a parlé de vos banques. En matière de banque, Jean-Luc, est-ce qu'il y a des banques qui financent plus facilement que d'autres les entreprises? Bah, à ma connaissance, pas vraiment. Après, en fait, les banques, ça dépend beaucoup du directeur de l'agence, en fait, et sa mobilisation là pour convaincre en fait sa hiérarchie à suivre tel ou tel projet, hein. Mais j'ai pas de banque, enfin dans les banques que je connais, les banques classiques, certaines qui prêtent plus que d'autres. Non. Non, on peut simplement dire un petit coup de pouce parce que nous, on a vécu l'expérience. Sachez qu'il y a la Banque Postale qui historiquement n'est pas une banque
très axé sur le financement des entreprises, qui est en train d'attaquer le marché de l'entreprise et qui est très agressif, très innovante, très push pour trouver des nouveaux clients. Donc, on les voit arriver, ils sont très très agressifs parce qu'ils gagnent plus d'argent sur les particuliers. Donc, maintenant, ils vont chercher l'argent là où elle est, c'est-à-dire auprès des entreprises. Mais c'est vrai que sinon, après, ça dépend principalement du chargé clientèle et puis de l'agence. On dit souvent, oui, moi, mélangez pas banque perso et banque pro. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que les banquiers, ils ont besoin d'être rassurés. Et un banquier chez qui vous êtes depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans à titre particulier, il a un historique qui fait que, quelque part, il vous connaît. Alors que si vous allez voir une nouvelle banque pour un projet, financer un projet purement professionnel, et que le banquier ne vous connaît pas, eh ben, il va falloir vraiment falloir lui présenter toutes les garanties. Il n'a pas cet historique de votre sérieux, de votre solvabilité, cet historique bancaire qui peut vous servir, même si c'est un historique en tant que client particulier, ben c'est toujours un élément de réassurance si vous avez évidemment un parcours en tant que particulier irréprochable. Oui, oui, Voilà. je dis pareil que toi, Xavier. Hein. Faut commencer par aller voir son banquier de famille, là, qui vous connaît. C'est la première chose à faire, hein, je pense. Après, il y a quelques questions dans le chat. Donc, il y a notamment, ça arrive assez souvent, là, des personnes qui doivent faire appel à leur famille ou à leurs proches pour trouver un peu d'argent là, pour leur société. Donc, dans ces cas-là, en fait, comment faut faire? Faut faire un prêt personnel, en fait. Donc, il y a des CERFA pour ça, hein, un contrat de prêt. Donc, par exemple, ça peut être vos parents qui vous prêtent de l'argent, vos frères, vos sœurs, vos cousins. Et puis après, c'est à vous de le réinjecter dans la société en apport en compte courant d'associés. Mais ce n'est pas votre famille ou vos proches qui vont prêter à la société. Ils vous prêtent à vous. Et vous, en tant qu'associé de la société, vous allez mettre de l'argent dans la société. Oui, tout à fait. Ça, c'est important de le dire parce que, en effet, tout ce qui est prêt financier, c'est réglementé et vous ne pouvez pas prêter, on ne peut pas emprunter auprès de n'importe qui, sauf en passant évidemment par des plateformes qui ont des agréments AF pour collecter des fonds. Et donc, la meilleure façon, c'est vrai, ça c'est important. Une façon, c'est ce que tu viens de dire, Jean-Luc, c'est-à-dire d'être soi-même en tant qu'associé bénéficiaire du prêt et de le réinjecter dans la société. L'autre solution, c'est de les faire rentrer au capital, c'est-à-dire de leur céder une part pour qu'en tant qu'associé, ils puissent prêter à la société. À ce moment-là, parce qu'un associé peut toujours prêter à la société, il suffit qu'il ait une seule part, ça lui permet de prêter aussi. Donc, on a répondu à cette question. Je vois que Ali Kelvoui a répondu à beaucoup de questions. Merci, oui. Ali. Voilà. Je crois qu'on a répondu à tout. Hein. Ouais, voilà. Bon, écoute, alors, super. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On espère que vous avez appris, vous avez découvert des modes de financement. Allez sur les sites internet vraiment que je vous ai indiqués parce que c'est très intéressant de voir les projets qui se montent et vous verrez qu'il y a vraiment des solutions pour pratiquement tout type de projet et qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de passer uniquement par son banquier ou d'injecter soi-même dans sa société pour trouver des financements. Il y a des nouveaux modes de financement, il faut en profiter. N'oubliez pas de vous inscrire à nos prochains webinaires en vous connectant sur la plateforme Livestorm. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci, à tous. Merci Xavier. Merci Bonsoir Jean-Luc.